Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission, le 7 Info, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Tout de suite, le journal du dimanche. Il a à nouveau fait parler son cœur. Abdoul Ouedraogo, PDG de la société immobilière Abdoul Service International, a donné le sourire aux fidèles musulmans du quartier Samandin ce 28 juillet 2019. Il a reconstruit totalement une vieille mosquée sur sollicitation d'habitants du quartier. Cette mosquée située dans le quartier Samandin était il y a quelque temps encore construite en bankou. Approché par la communauté musulmane du quartier, Abdoul Ouedraogo n'a pas hésité à mettre la main à la poche. Le PDG de la société immobilière Abdoul Service International redonne fier à lui à ce lieu de culte. Plus moderne, plus spacieuse, la nouvelle mosquée permet désormais d'accueillir près de 300 fidèles. Avant ce n'était pas ventilé, avant c'était en banco. C'était en banco, on a refait, on reconstruit ça avec des matériaux durs de la qualité. Avant ce n'était pas plafonné, on a plafonné, on a mis du staff. Ce n'était pas carrelé, on a carrelé. À l'intérieur aussi, on a mis du tapis, comme vous pouvez le constater. Nous lançons aussi l'appel aux gens, ceux qui vont venir prier dans cette mosquée, que de ne pas hésiter. Si eux, ils ont la possibilité ou les moyens d'aider les musulmans, en tout cas, c'est un bon choix. Hier en banco, aujourd'hui en matériaux résistants, la nouvelle mosquée donne du sourire aux habitants du quartier. Grâce à l'action d'Abdoul Ouedraogo, fini les angoisses de tous gens que suscitait l'état de l'ancien bâtiment. La communauté musulmane se réjouit. Elle n'a d'autre mot que des remerciements et des bénédictions à l'endroit du donateur. Actuellement, nous perdons nos mots. Aujourd'hui est un grand jour pour notre communauté. Grâce à Abdoul Service qui nous a construit cette mosquée. Il est si jeune et déjà, il se préoccupe du devenir de sa communauté de l'islam. Nous le bénissons pour cela. Que Dieu le rende encore plus prospère, qu'il l'élève afin qu'il ne manque de rien. Que Dieu lui donne longue vie. Au départ, il était prévu que la communauté se cotise pour reconstruire la mosquée. Mais Abdoul Ouedraogo, comme il en a l'habitude, a décidé de prendre ça en charge. Nous lui disons merci pour cela, car la mosquée a été bien construite. Abdoul Ouedraogo n'est pas à son premier geste du genre. L'homme s'est beaucoup illustré ces dernières années dans les actions caritatives. Pour les habitants du quartier Samandin, cette œuvre vient démontrer, si besoin en était encore, la générosité du donateur et son attachement à sa communauté. À présent, retour sur Actu. Et nous parlons de dialogue politique. Il a pris fin cette semaine par des recommandations et des décisions sur les élections, mais aussi sur la situation nationale. C'est un dialogue politique qui se veut fructueux. Pendant une semaine, opposition et majorité ont discuté sur les questions relatives à la situation nationale, au code électoral et aux élections de 2020. Tous les points sur la table ont fait l'objet d'entente entre les deux parties, à l'exception de la prise en compte des cartes consulaires comme document de vote. C'est finalement tranché, le très controversé code électoral sera réélu. Quant au vote des Burkinabés de l'étranger, les bureaux de vote seront installés dans l'enceinte des ambassades et des consulats et de tout autre lieu en accord avec le pays hôte. Sur le calendrier électoral, pas de changement. En 2020, la présidentielle sera couplée aux législatives. Au titre de la situation sécuritaire, les politiques recommandent entre autres le renforcement des capacités matérielles, humaines et financières des forces de défense et de sécurité. Dans la même veine, il propose une contribution financière patriotique de toutes les composantes de la société. Parlant de la réconciliation nationale, il a été décidé d'indemniser toutes les victimes des crimes de sang politiques et économiques de 1960 à nos jours. Une résolution sur le retour des exilés politiques a également été prise. Prenant en compte la situation de tous les Burkinabés qui sont à l'extérieur du pays pour des raisons politiques,
recommandons aux plus hautes autorités de l'État de poursuivre l'œuvre de réconciliation nationale entreprise afin de favoriser le retour volontaire de tous les Burkinabés concernés dans leur pays sans préjudice du triptyque vérité, justice, réconciliation. Une réconciliation qui est intimement liée à l'unité nationale, à l'autorité de l'État, à la cohésion sociale et au civisme. En la matière, les participants au dialogue politique ont convenu de mettre fin à l'injustice de manière générale, d'en finir avec le clientélisme dans l'attribution des marchés publics, de redistribuer de manière équitable les richesses nationales, de réinstaller les déplacés forcés. La question foncière n'a pas été occultée. Plusieurs recommandations dont l'encadrement des promoteurs immobiliers dans la transparence. À la fin des travaux, l'opposition à l'unanimité a plaidé pour un traitement diligent de la question de santé du général Djibril Bassolé. De son côté, le chef de l'État salue la franchise dans les propositions et souhaite les ouvrir à d'autres couches de la société. Comme je l'ai indiqué à l'ouverture de nos travaux, certaines thématiques abordées dans le cadre de vos échanges en raison de leur caractère d'intérêt national m'invitent à élargir la réflexion à d'autres acteurs de la vie nationale. Il en est ainsi notamment de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, de l'autorité de l'État et de l'incivisme, tout comme certains aspects sur les questions sécuritaires. Pour la mise en œuvre des conclusions, un comité fort de 9 membres a été mandaté par les participants et installé par le président du Faso. 3 invités ce soir pour conduire ce plateau du 7 Info. J'ai avec moi le Yirim Naba, chef du village de Yirim dans le Yatenga. Il est signataire de l'appel de Manéga. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Avec nous également ce jeune écrivain, chercheur burkinabé, africain. Il est l'auteur donc de 5 livres que nous allons découvrir au cours de cette émission. Alain Thomas Kwefé, il est économiste, gestionnaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Avec nous également Siaka Koulibaly, notre consultant politique. Bonsoir. Bonsoir. Le dialogue politique, on en a parlé la semaine dernière. Visiblement, on l'a dit, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose, mais finalement, comme l'a dit Simon Compaoré à la clôture, lundi dernier, il y a eu des choses. Presque l'unanimité sur l'ensemble des points, sauf sur le document de votation qu'est justement la carte consulaire. Oui, c'est vrai que sur le plan de la forme, les conclusions sont assez édifiantes dans la mesure où, sur tout l'agenda, on voit qu'il y a une sorte d'unanimité de la classe politique sur la plupart des points. Mais comme on l'avait dit également au moment de la réflexion sur le cadre du dialogue et puis les conclusions éventuelles, pour moi, je crois que l'essentiel des conclusions qu'on a vues constitue plutôt des orientations au moment où, dans le contexte très tendu où nous nous trouvons, on s'était attendu à entendre parler de mesures, d'opérations et d'actions concrètes qui auraient permis de résoudre telle ou telle situation. On peut prendre des exemples concrets pour illustrer ce que je suis en train de dire. Par exemple, les partis s'entendent sur le fait qu'il faut changer le mode d'évaluation des fonds qui sont attribués aux partis politiques parce qu'effectivement, dans la réalité, ils ont d'énormes problèmes avec la Cour des comptes pour justifier les fonds qu'ils reçoivent au titre donc du financement public des partis politiques. Donc, ils ont une résolution là-dessus, ils ont une orientation. Mais comment est-ce qu'on va opérationnaliser ça? On ne parle pas de mettre en place une commission pour relire les textes qui régissent la Cour des comptes, parce que sans cela, la Cour des comptes est obligée de continuer à appliquer les règles qui existent actuellement. Exactement. Du coup, les partis ont bien voulu changer quelque chose, mais n'ayant pas prévu l'opérationnalité, peut-être qu'à la fin, on risque de ne pas avoir la solution. On prend également la sécurité, où effectivement des bonnes intentions sont formulées, renforcer les capacités des unités de défense et de sécurité. Et ça s'arrête là. Alors que dans le contexte sécuritaire où on se trouve, on s'était attendu à peut-être des grandes idées, des grandes solutions, comme la mise en place d'un régiment antiterroriste spécialisé, qui semble manquer à l'heure actuelle. Et ce qu'on demande
le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, je crois que ce qui est fait déjà dépasse même à ce niveau. Puisqu'on a un rehaussement du budget de la défense d'au moins 30% du budget national, selon la ministre du Budget. Il y a la loi de programmation qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, qui sécurise sur 5 ans les ressources allouées au secteur. Donc, je pense qu'il y a déjà beaucoup qui est fait. En vérité, finalement, il n'y a pas grande proposition assez pertinente et concrète, mesurable dans le temps, avec des échéances claires sur notamment la situation nationale. On a eu l'impression que c'est plutôt la dimension politique, la question électorale. C'est là-bas qu'il y a eu beaucoup plus de propositions concrètes, notamment la révision du code électoral, là aussi, la question aussi d'étendre les lieux de vote au niveau de la diaspora. Ça, c'est du concret, par exemple. C'est presque concret, parce que quand vous regardez la principale décision qui est de relire le code électoral, on peut penser que les points qui ont fait l'objet des conflits entre l'opposition et la majorité, et notamment ces questions de documents de vote et de lieux de vote à l'extérieur, on peut penser qu'ils seront résolus par la relecture. Mais on n'a aucune disposition qui montre qu'on va dépasser le cadre du rapport des forces politiques qui avait dénoué les choses déjà en février 2018. Et là, si on prend une mouture du code électoral et on va à l'Assemblée nationale, quel est l'apport du dialogue politique pour que ce ne soit pas le rapport de force classique à l'Assemblée nationale qui détermine au final? Parce que là, on risque de se retrouver avec une situation où c'est le vote mécanique qui va décider de qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on ne retient pas. En ce moment, où est-ce qu'on a une évolution par le dialogue politique? Moi, je ne le perçois pas. Finalement, rien de concret, sinon que des déclarations de bonnes intentions. Oui, de bonnes intentions, ce n'est pas mauvais en soi, parce que dans le contexte où on se trouve, on estime que le dialogue politique est indispensable, la réconciliation nationale est indispensable. Donc le fait d'avoir un dialogue politique, ça permet au moins de ramener à la table donc, les acteurs importants de la scène politique. Donc ça crée déjà des interactions entre eux. C'était un avantage, mais du point de vue donc, des résultats, moi je m'attendais à plus que cela. Peut-être aussi de l'accalmie jusqu'en 2020. Voilà, ça peut même créer de l'accalmie au niveau des forces politiques, mais pas forcément au niveau des autres acteurs. Parce que vous savez que la situation politique nationale est tenue par la sécurité et par la fronde sociale. Donc qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces deux secteurs? Là aussi, il y a aussi une sorte de limite donc, du dialogue politique qui n'a pas encore fait des propositions assez concrètes à ce niveau-là. Voilà. La polémique de la semaine, les propos de l'ambassadeur français Xavier Lapin de Cabane. Il est choqué par les accusations contre son pays, la France, de quoi susciter de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique burkinabé. Cette semaine, il y a eu notamment cette réplique du président par intérim du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, parti au pouvoir, Simon Compaoré. Ça serait irresponsable. Le choc du président intérimaire du parti au pouvoir suite aux propos de l'ambassadeur français sur les ondes de nos confrères de Radio Omega. Il a parlé, on est obligé de réagir. Ce n'est pas bon. Si c'était avant 1960 qu'il disait comme ça, on peut comprendre. Aujourd'hui, on est en 2019. Donc ces propos-là, c'est choquant, oui. Bon, quand on est un patriote et quand on se réfère à ce que nous chérissions pendant la Révolution, on ne peut pas ne pas réagir par rapport à de tels propos. C'est déplacé. Simon Compaoré va plus loin dans sa furie contre le diplomate français en poste au Burkina Faso. Parce que nous n'avons jamais demandé qu'on vienne déverser donc, des militaires ici, des gendarmes ou des policiers, parce que nous sommes à court de bras pour combattre. Nous avons plutôt des problèmes de manque de moyens. Et pourtant, rien que ce 24 juillet, au palais présidentiel, le président du Faso félicitait le général français Frédéric Blachon, commandant en fin de mission de la force Barkhane. Il dresse un bilan plutôt reluisant des actions françaises. Voilà, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir m'entretenir avec le président du Faso à l'instant. Ça a été l'occasion de rappeler une année de coopération, de coordination renforcée. J'ai pu rappeler les dates de cette coopération, notamment
la date du 4 octobre, qui est importante, puisqu'elle nous a permis là, de frapper un groupe terroriste qui venait de s'attaquer à la gendarmerie d'Inata. Après, il y a eu donc l'accord du 17 décembre, et puis nous avons eu l'occasion, enfin, de mener une opération côte à côte avec les forces burkinabées. Simon Compaoré fustige certes les propos de Xavier Lapère de Cabane, mais il reste conscient que le Burkina Faso a toujours besoin de l'Hexagone. Ceux qui estiment que l'indépendance, là, ça veut dire que finalement, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je suis recroquevillé au Burkina, je fais comme je veux, je me suffis à moi-même. Bon, c'est des gens qui ont peut-être que ça ne marche pas tellement, hein? Mais un homme normal ne peut pas raisonner comme ça. Même les grandes puissances aujourd'hui ont besoin des tout petits. Et c'est pour ça, il y en a, pour les bases, ils vont voir les gens pour négocier, proposer des choses, pour avoir l'accord, pour pouvoir être là-bas, parce que c'est des positions stratégiques qui leur permettent d'assouvir leurs intérêts. Il faudra que les leaders politiques au Burkina Faso et au Mali arrêtent de raconter n'importe quoi sur mon pays. Tout ça est absolument ridicule et un peu frustrant. Voilà entre autres les propos que Xavier Lapère de Cabane, ambassadeur français en fin de mission au Burkina Faso après 3 ans, a tenu lors d'une émission à la radio Omega FM. Mission, j'allais dire difficile, c'est pas forcément... Voilà. Chaka Koulibaly, y avait-il véritablement matière à polémique? Oui, il y a certainement de quoi échanger des propos. À partir du moment où l'ambassadeur de la République française s'exprime avec certains termes, effectivement, cela justifie la réaction des autorités politiques au Burkina Faso. Cependant, il faut se dire que sur le fond, la question est assez complexe, dans la mesure où, d'une part, on sent qu'il y a une opinion anticolonialiste, anti-impérialiste grandissante au Burkina Faso qui tend à se consolider. Mais au-delà du simple fait d'avoir des opinions ou un vœu anti-impérialiste, on ne voit pas grand-chose en termes de politique allant dans ce sens-là. Ce qui fait que, au final, comme on l'assiste avec l'intervention de Simon Compaoré, il a beau fustiger, il est bien obligé de reconnaître la nécessité de coopération entre notre pays et la France. Du coup, on ne sait plus trop, est-ce qu'il faut aller dans le sens de la réelle politique, reconnaître que nous avons besoin de la France et accepter tous les inconvénients qui vont avec, ou est-ce qu'il faut dénoncer les aspects, disons, symboliques comme l'intervention de l'ambassadeur. Donc ce sont des questions qu'il faut traiter au niveau politique, et ça, ce sont les premières autorités qui doivent définir une approche concrète sur ces questions. Parce qu'on l'a vu dans le paradoxe dans cet élément justement, c'est que pendant que Simon Compaoré dit on ne leur a pas demandé de déverser des hommes sur nos terres, parallèlement on voit effectivement ce patron donc, de la force Barkhane qui annonce, qui fait les éloges effectivement de cette coopération que nous avons signée de façon délibérée, volontaire. Il y a Barkhane auquel nous adhérons, il y a le G5 Sahel auquel la force Barkhane participe. Mais il y a déjà que nous avions signé ici un accord de coopération militaire, je crois que c'était en 2013, permettant aux Français d'avoir une présence au Burkina. À l'époque, il y avait déjà eu des réactions de certaines ONG, je crois que le MPDHP avait intervenu là-dessus et certaines forces sociales également. Du coup, comme cet accord n'a pas été dénoncé par les autorités actuelles, on peut penser qu'elles sont tributaires de cet accord-là. En ce moment, est-ce qu'on reste dans le superficiel en dénonçant certaines... Est-ce que ce que effectivement Simon Compaoré a fait, ce n'est pas juste de la com politique? Question de dire le pouvoir est effectivement avec l'opinion anti-impérialiste, anti-colon, mais au fond, effectivement, on continue tranquillement de traiter avec la France comme si on était obligé. C'est un exercice d'équilibre que Simon Compaoré a fait ici. C'est de contenter l'opinion qui n'a pas, je pense, tous les éléments d'appréciation de ces situations-là, mais c'est également de rappeler que dans notre contexte actuel, notamment le contexte sécuritaire, nous n'avons pas les moyens d'aller traiter la question de l'insécurité à sa source. Comme on le sait, c'est le Nord Mali
qui abrite donc les bases essentielles des forces terroristes. Et comme ce n'est pas sur le territoire du Burkina Faso, et que le Burkina n'a pas cette capacité, comme les puissances militaires, États-Unis, France peuvent l'avoir, d'aller intervenir à ce niveau-là, on est bien obligé d'accepter la présence de toutes ces forces-là au Mali qui travaillent à sécuriser l'ensemble donc de la région. Quand on accepte donc les forces françaises sur nos sols, mais il faut la boucler, tout simplement. Je pense que le discours n'est pas interdit. On peut encore autoriser que les autorités s'expriment là-dessus. Et c'est ce qui s'est fait. Mais comme on l'a vu, le général français au départ est bien venu rencontrer le chef de l'État. Et ils ont dû parler coopération, ils ont dû parler échange concret, ils ont dû parler opération. Donc je pense que d'une part, on a un débat dans la rue, à l'extérieur donc des institutions, et puis il y a un autre débat à l'intérieur des institutions que peut-être nous n'avons pas connaissance et que peut-être c'est l'essentiel qui se décide là-bas. Parce que ça reste un débat interminable, on dénonce les forces occidentales sur nos sols, mais en même temps on est prompt à signer des accords, on est prompt à demander du financement. Après, il faut savoir aussi prendre son autonomie, son indépendance, et avec tous les risques que cela peut comporter. Effectivement. Alors, nouveau report du dialogue social. Visiblement, gouvernement et syndicats ont du mal à s'entendre sur les préalables. Ce 5 juillet 2019, 45 jours après le rendez-vous manqué du 21 mai, le gouvernement et les organisations syndicales renouent le dialogue, avec des perspectives prometteuses cette fois-ci. Les deux parties semblent être sur la même longueur d'onde sur les sujets à aborder au cours des discussions à venir. Rendez-vous est pris pour le 22 juillet. Mais avant, un comité bipartite composé de représentants des deux camps est mis sur pied. Mission, traiter les différents dossiers et proposer des schémas de résolution à soumettre aux responsables des deux partis. Et selon un communiqué de l'UAS, une réunion du comité paritaire a eu lieu le 16 juillet au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Les débats achoppent cependant sur le dossier de l'IUTS que le gouvernement veut généraliser sur les primes et indemnités du secteur privé et parapublic, contrairement aux souhaits des syndicalistes qui veulent que l'IUTS ne concerne que les salaires. La réunion se serait terminée sur ce désaccord avec la promesse de la partie gouvernementale de transmettre d'autres propositions à l'UAS au plus tard, le 19 juillet. Et toujours selon le communiqué de l'unité d'action syndicale, le 19 juillet, c'est plutôt une correspondance l'informant du report de la réunion du 22 juillet au 23 juillet qu'elle reçoit. Mais ce 23 juillet, on a appris que la rencontre a été une fois de plus reportée. Un autre épisode entre gouvernement et organisations syndicales qui témoigne de la grande difficulté de concertation entre ces deux parties. La crispation avait atteint les sommets quand l'UAS avait refusé de participer à la grande réunion sur la mise à plat de la rémunération des travailleurs de la fonction publique. Dans un contexte où le dialogue politique est mis en branle avec succès, le dialogue social lui piétine. Comme quoi, d'un dialogue à un autre, les calculs peuvent être très différents. C'est là un sérieux problème, finalement. Ça commence à véritablement inquiéter. Le dialogue social, on a du mal à activer la machine depuis l'avènement du MPP au pouvoir. Oui, tout à fait. On s'était attendu que maintenant, en parlant de ce dialogue social, on aurait eu l'occasion d'aborder une touche positive dans tout ce que nous disons en général, qui porte généralement sur des sujets très difficiles, très compliqués. Et malheureusement, on est obligé encore de constater que là aussi, il y a encore des difficultés importantes. Et c'est là où, au moment de la nomination du Premier ministre, il y a quelques mois, d'aucuns avaient relevé l'âge du Premier ministre. J'avais pensé que c'était plutôt un atout, en particulier pour ces aspects du dialogue social, pour quelqu'un qui connaît bien les rouages de l'administration, mais aussi les personnes qui animent donc, les différentes structures de ces administrations et des forces sociales. C'était peut-être là où sa personnalité individuellement aurait pu être importante à faire dénouer les crises. Peut-être que les aspects techniques ont prédominé sur le simple management du dialogue social. Toujours est-il que le seul point qu'on peut retenir ici, c'est la mise en place d'un comité bipartite entre les deux qui vont travailler et peut-être faire des propositions qui soient plus proches d'un accord pendant le grand dialogue lui-même qui va s'ouvrir. C'est là où l'espoir réside.
On attendra donc de voir. Parlons à présent de la situation des déplacés internes. Elle est de plus en plus préoccupante. À Kaya, par exemple, ils sont près de 20 000 à vivre dans des conditions difficiles. Une de nos équipes a passé une nuit avec ces déplacés. Kaya, ville située dans la province du San-Matenga et chef-lieu de la région du Centre-Nord. Ville paisible, elle a vu son quotidien bouleversé il y a quelques mois de cela. Des milliers de déplacés y ont trouvé refuge du fait des attaques meurtrières dans certaines localités de la région. On en compterait près de 20 000 selon les chiffres de la mairie. Au secteur 2 de la ville, bon nombre de ces déplacés ont trouvé refuge dans les zones à habitat spontané, communément appelées non lotis. Mouni Sawadogo est l'un d'eux. La peur au ventre, ce chef de ménage a fui son village situé dans la commune de Barsalgo, à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Je suis du village de Rokutin. Nous avons dû partir parce que des terroristes sont venus et voulaient tous nous tuer. J'allais au marché quand ils ont fait irruption dans le village. Des gens m'ont demandé de rentrer chez moi parce qu'il y avait des tirs. Quand j'ai vu et entendu les bruits de leurs armes, je suis rentré chez moi et j'ai fui avec les miens. Avec 18 personnes à sa charge, dont sa mère, ses 2 épouses et leurs enfants, ils sont arrivés à Kaya il y a près d'1 mois. Abandonnant tous leurs biens, ils ont d'abord tenté de louer une maison, mais sans revenus, difficile d'assurer le loyer. Dans notre fuite, nous voulions seulement chercher à préserver nos vies. Nous n'avons donc pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. À notre arrivée ici, nous avons été bien accueillis et les gens voulaient qu'on loue les maisons que nous habitons. Mais nous n'avons pas les moyens. Actuellement, le logement est un vrai casse-tête pour nous. La nuit tombée, c'est l'heure du repas dans cette cour du secteur 6 de la ville de Kaya. Les tout-petits, avec l'insouciance qui les caractérise, savourent en se taquinant le taux concocté par les femmes de la maisonnée. Difficile de connaître le nombre exact d'habitants de cette cour, tant les arrivées et les départs sont quasi quotidiens. Enceinte, Fatoumata Sawadogo est arrivée ici il y a quelques mois, de son village près d'Arbinda. À Kaya, elle a donné naissance à un garçonnet. Taciturne, il est difficile de lui prendre quelques mots. Il a fallu de longues discussions et l'intervention de tierces personnes pour la mettre en confiance. Ici, c'est vraiment très difficile. J'ai fui alors que j'étais enceinte, sans pouvoir emporter quoi que ce soit. Ici, nous vivons une nouvelle vie qui n'est pas du tout facile. Nous avons loué les maisons que nous habitons et nous arrivons à peine à régler le loyer. Même pour la nourriture, c'est compliqué. N'eût été les dons que nous recevons, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Seulement les femmes et les enfants vivent dans cette cour. Les hommes sont dans une concession située à quelques mètres de là. La nuit tombée, ils se rassemblent pour discuter, non sans évoquer la situation qui les a fait partir de chez eux. Nous étions en train de boire du café quand ils sont arrivés. Ils étaient sur des motos avec des armes et lorsqu'ils croisaient un homme en chemin, ils l'abattaient. C'était uniquement les hommes qu'ils cherchaient à abattre. Ils ont procédé ainsi jusqu'à parcourir tout le village. Dans notre cour, ils ont réussi à abattre quelqu'un. Cette cour qu'ils habitent appartient à un proche. Elle leur a été prêtée gracieusement depuis leur arrivée dans la ville. Libérés du poids du loyer, tout ce qu'ils gagnent en faisant quelques petits boulots est injecté dans l'alimentation. Mais le plus souvent, ils vivent des dons accordés aux personnes déplacées internes de Kaya. Nous n'avons pas de métier que nous pouvons exercer pour nourrir nos familles ici à Kaya. Nous ne vivons que des aides que les gens nous accordent ça et là. Depuis janvier 2019, ce sont près de 20 000 personnes qui sont arrivées dans la commune de Kaya. Un afflux massif de déplacés alors que la ville ne s'y était pas vraiment préparée. La mairie tente comme elle peut de rattraper son retard. Le conseil municipal de la ville a bénéficié d'un peu plus de 9 millions de francs CFA grâce à son jumelage avec la ville allemande de Herzog. On a pu payer des 100 sacs de maïs de 100 kg, des 160 sacs de petits milles de 50 kg. On a payé 120 sacs de riz de 25 kg,
avec des cartons de sardines et puis de l'huile. Donc tout ça au bonheur, au bénéfice maintenant de nos déplacés internes. Avec l'aide du CODESUR, le comité départemental de secours d'urgence et de réhabilitation, ces vies vont être équitablement réparties entre les personnes déplacées. La situation devient de plus en plus inquiétante. Donc ce don vient à point nommé. Pour la répartition, nous allons voir, puisque nous avons un comité, nous allons voir comment nous allons répartir ce don en fonction des ménages. Ce sont exactement 19 521 déplacés qui ont été répertoriés à la date du 18 juillet. Tous partagent le même sort, sans forcément se connaître. Partis de chez eux sous la contrainte, fuyant les crépitements des armes pour trouver refuge à Kaya. Une nouvelle vie s'ouvre à eux, une vie d'incertitude et de manque, pas de champs pour cultiver et espérer des récoltes. Une vie à laquelle ils doivent désormais s'adapter sans savoir jusqu'à quand. Voilà cette situation donc d'incertitude pour les déplacés de la ville de Kaya. Pendant ce temps, il y a la ville de Djibo. Elle reste debout malgré la situation sécuritaire. On se rappelle de la récente tentative d'explosion du pont de Mentao. Une de nos équipes est allée au constat cette semaine. Le Soum dans le Sahel burkinabé, l'une des premières provinces à subir les attaques terroristes jusqu'à son centre névralgique, Djibo. De 2016 jusqu'à nos jours, la ville de Djibo, le principal centre d'affaires de la province, a toujours résisté tant bien que mal aux velléités terroristes. La dernière en date remonte au 18 juillet dernier. Des individus non identifiés ont tenté de détruire par dynamitage le pont communément appelé pont de Mentao, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville sur la RN 22. Il y a eu visiblement plus de peur que de mal, l'infrastructure n'ayant subi que peu de dommages. Mais l'objectif de l'attaque était bien clair, enclaver cette ville qui semble être devenue une forteresse. Par ici, tous sont conscients du funeste projet des auteurs de l'attaque, mais personne n'ose se prononcer sur le sujet. Même les autorités locales se désistent. On préfère en parler en off. Et pour les très rares intervenants qui osent se présenter devant la caméra, les mots sont soigneusement choisis. Si ce pont cède, ce n'est pas du tout bon. Vous voyez déjà ce qui est gâté, dû à ce que vous savez. Observez l'emplacement du pont. S'il cède, nous sommes coupés de Bourzanga, de Kongoussi, de Ouaga, Banfora et de toutes les autres villes. Il faut qu'on prenne des précautions. C'est ici à Djibo que nous avons appris que le pont est gâté. En venant, je n'ai pas du tout remarqué, mais maintenant je suis un peu inquiet. Craignez-vous qu'ils reviennent faire sauter le pont? Vous parlez de qui? En tout cas, c'est un fait nouveau et ça inquiète. Le terme terroriste est banni du langage. La psychose règne toujours au sein de la population, mais est loin d'entamer leur détermination. Ville commerciale, Djibo maintient ses échanges avec les localités voisines et lointaines. La ville abrite l'un des marchés à bétail jadis le plus important de la sous-région. Ces deux images prises en juin 2018 et juillet 2019, le jour de marché aux mêmes heures, illustrent le retour de l'affluence. Cependant, selon les chiffres obtenus à la mairie de la ville, l'activité économique n'a pas encore repris. Les recettes de janvier à juin 2019 comparées à celles de janvier à juin 2018 font ressortir un manque à gagner de plus de 4 millions de francs CFA. Les acheteurs de bétail ne sont pas encore de retour, nous confie-t-on. Cependant, les témoignages s'accordent sur le fait que la ville se sent mieux protégée. L'achèvement des travaux de bitumage de la RN 22 bloquée à une 80aine de kilomètres de Djibo est perçu par la population comme l'autre défi à relever par l'État pour donner plus d'entrain à Djibo, la ville qui essaie de se maintenir debout. Djibo qui essaie donc de se maintenir debout malgré la situation sécuritaire, une situation en tout cas difficile qui est quelque peu aussi à la base de cette initiative, l'appel de Manega lancé le 15 juin dernier, vous le savez,
à Manéga. Cet appel, donc, initiative citoyenne qui veut en tout cas susciter l'éveil de conscience collective par rapport aux périls qui menacent la paix, l'unité et la cohésion nationale. Signé par 200 personnalités, dont le Yirim Naba, chef du village de Yirim dans le Yatenga. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Alors, cet appel-là, pourquoi vous avez adhéré justement à l'appel de Manéga? Je vous remercie. Avant de vous répondre, permettez-moi de rendre d'abord hommage aux anciens et aux ancêtres, aux 5 rois et Dima du Burkina Faso, aux émirs, chefs de canton et chefs de village de notre pays, tous les sages, et remercier vos équipes qui nous ont permis aujourd'hui de nous adresser sur l'appel de Manéga. Merci. Qu'est-ce qui nous a amené à signer l'appel de Manéga? Suite à la nécessité de faire prendre conscience des périls qui pèsent des menaces sur l'unité nationale, sur la paix, sur la cohésion, et la nécessité d'appeler à un sursaut national pour ramener les anciennes valeurs qui s'étaient endormies, nous avons estimé que comme un seul homme, nous devions faire appel à la population de la Haute-Volta devenue Burkina Faso afin qu'elle renoue avec ses valeurs ancestrales de solidarité, de cohésion, de paix, d'entraide et surtout de conciliation. Parce que nous nous rendons compte qu'un pays divisé ne peut s'en sortir. Nous nous rendons compte qu'un pays menacé ne peut parler de développement économique. Et pour cela, il importe que tous les fils de ce pays se donnent la main afin d'aboutir à la construction. Justement, à cette construction, se donner la main, et cela passe par l'engagement de leaders d'opinion comme vous. Que pensez-vous justement de l'ensemble de ces acteurs qui ont signé cet appel? On parle de 200 personnalités, il y en a plus maintenant. Il y en a plus. Oui, mais avec différentes entités. Hein. Oui, effectivement, nous avons des profils très variés. Nous avons des autorités religieuses, des autorités coutumières, des fonctionnaires, des anciens ministres, des anciens diplomates, la haute hiérarchie militaire en réserve. Nous avons un panel d'artisans, d'hommes de la culture, tels que des écrivains, tels que des cinéastes, d'autres types d'artistes. Nous avons des étudiants aussi. Parce que le pays est composé de différentes strates sociales et socio-professionnelles. Et il importe que chacun, à son niveau, se rende compte qu'il a un rôle à jouer. Ça doit être l'affaire de tous. Exact. Voilà. Alors, l'appel de Manéga a une activité importante à venir, c'est notamment, je crois, début août. Et c'est effectivement un nouveau pas, un acte important qui sera posé justement à l'occasion. C'est surtout cette cérémonie solennelle de l'appel, de remise de l'appel aux partenaires chargés de l'appliquer. C'est bien ça? C'est bien cela. Effectivement, les initiateurs de l'appel ont posé des jalons, ont posé des marques et ont impulsé le mouvement pour amener et susciter l'adhésion à cette initiative. Après l'adhésion à cette initiative, il importe maintenant de définir les axes d'action. Les axes d'action, je ne parlerai pas de plan d'action pour le moment, mais les axes d'action. Et pour ce faire, il va y avoir une cérémonie de remise solennelle de l'appel de Manéga aux différents partenaires. Qui sont ces différents partenaires chargés de mettre en œuvre cet appel de Manéga? À défaut de le mettre en œuvre, de réfléchir sur des mécanismes réalistes et réalisables dans le Burkina, notre pays. Ce sont les institutions nationales, à commencer par la présidence du Faso, le gouvernement, le Parlement,
le Conseil économique et social, le HCRUN, le médiateur du FASO, le Haut Conseil pour le dialogue social, les structures telles que l'APMP, le CEFOF, qui sont des structures de réflexion et qui sont des structures dynamiques qui peuvent impulser un mouvement de réflexion et au-delà du mouvement de réflexion, appuyer des axes qui pourraient être dégagés pour permettre la mise en œuvre de l'appel de Manéga. En dehors de ces institutions nationales, nous avons les ambassades et les organisations internationales, régionales et sous-régionales. Nous avons les communautés religieuses, la communauté musulmane, la communauté chrétienne qui englobe les catholiques et les protestants. Nous avons, en dehors de cela, les signataires eux-mêmes de l'appel de Manéga, auquel, à l'occasion, il sera remis des certificats de mérite. Mais pour mériter le mérite, il faut aller plus loin. Il faut s'engager encore plus pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Voilà ce que je peux dire en ce moment en ce qui concerne l'action à mener. S'engager dans la parole et dans l'acte surtout, parce que désormais, vous, signataires, vous avez cette charge désormais, c'est de tenir le discours qui va avec cet objectif. Je sais bien ça. Tenir le discours qui va avec cet objectif, mais aussi avoir une réflexion intense. Parce que tout de suite, j'ai parlé de réaliste et réalisable. Il faut une réflexion rationnelle pour amener des solutions à des problèmes qui parfois peuvent paraître irrationnels. Voilà. Et l'activité, c'est bien précisément le samedi 3 août, c'est bien ça? L'activité, c'est le samedi 3 août à l'hôtel Ramada, à partir de 10h, où il sera remis ces documents. D'accord. Alors, donc, on suppose que c'est l'ensemble des signataires qui doivent être présents dans le cadre de cette cérémonie, mais l'ensemble de ces acteurs institutionnels cités plus haut. Tout à fait. D'accord. Alors, en termes de perspective, justement, comme vous l'avez dit, il faut signer, il faut s'engager, mais en termes de perspective, ça va être quoi la suite? Quel impact? Que faire justement pour que cet appel-là puisse véritablement atteindre ses objectifs? En termes de perspective, il faut déterminer des actions qui peuvent impulser l'efficacité. Quelles sont ces actions qui peuvent impulser l'efficacité et l'efficience? C'est la mise en place de mécanismes de médiation, de conciliation, de dialogue, de paix, qui pourraient être chargés de définir diverses activités afin d'atteindre les objectifs de l'appel de Manéga. La formule et la formulation seront réservées à d'autres périodes qui suivront. Par la suite. Donc, voilà. C'est une question d'étape, justement. Alors, pour terminer, justement, cet entretien. Pour terminer cet entretien, je voudrais donc inviter tous les signataires à venir à ce rendez-vous du 3 août, samedi 3 août, afin de recevoir les copies de l'appel de Manéga, ainsi que les partenaires qui viendraient afin que nous échangions ensemble pour la suite à donner. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Nous voudrions remercier les initiateurs, cette jeunesse dynamique, parce que ce sont des jeunes qui ont pris l'initiative de réfléchir et de faire le diagnostic de la situation nationale que nous connaissons. Situation nationale qui révèle des questions d'insécurité, des questions de menaces sur la paix, des questions d'antagonisme ethnique, des risques de conflits religieux partant de l'attaque de certains symboles religieux. Et c'est là justement qu'il faut faire appel
à la tempérance et à la mesure proverbiale du Burkinabé depuis la Haute-Volta jusqu'au Burkina. Et vous, chef coutumier, vous avez effectivement, sûrement, vous vivez cela au quotidien et vous avez cette responsabilité aussi. Nous avons cette responsabilité de concilier modernité et tradition, préoccupations et solutions. Mais là, nous ne sommes plus dans des préoccupations, nous sommes dans des sérieux soucis. Et il importe donc que tous ensemble, on réfléchisse et que tous ensemble, on mette de côté l'arc, la flèche, la poudre, afin d'échanger et, comme je disais, de construire notre pays. Parce que, au-delà des antagonismes politiques, au-delà des opinions diverses, nous sommes un et un seul. Nous sommes un peuple uni, un peuple qui traverse l'adversité, mais un peuple uni traverse la mer, un peuple uni traverse l'incendie, un peuple uni se met ensemble et éteint l'incendie qui menace le pays. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Merci. Yirim Naba, chef du village de Yirim dans le Yatenga, signataire de l'appel de Maniga. Merci encore d'être passé sur le plateau de cette info ce soir. Nous voudrions vous remercier, vous, et remercier tous les signataires qui sont acquis à cette cause, et remercier la population du Burkina. Merci encore une fois. Avec vous également sur ce plateau, un jeune, nous parlons en présent de sciences, de recherche avec Alain Thomas Kouefé, jeune burkinabé diplômé en économie et gestion d'entreprise. Écrivain, il fait partie donc de ces intellectuels révoltés, décidés à rétablir l'histoire de l'Afrique. Il est l'auteur de 5 ouvrages sur l'Afrique noire. Nous allons découvrir ces ouvrages avec lui. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir Alors, invité. vous êtes un homme frustré, révolté, c'est bien ça? Je ne dirais pas frustré ou révolté, mais je dirais plutôt que aujourd'hui, dans les manuels scolaires, il existe... en fait, on fait apprendre aux enfants une histoire de l'Afrique qui est tirée directement de la période coloniale, alors que nous savons très bien que la période coloniale était une période qui était très raciste. Et donc, les écrits ont tendance à porter insulte à l'histoire de l'Afrique et à ce que les Africains ont fait. Alors, ce que je fais ici, c'est en fait, à travers mes recherches, qui ont duré à peu près une douzaine d'années, j'ai réussi à mettre en œuvre un ouvrage qui, au départ, faisait 1200 pages, et ensuite, je l'ai divisé en différentes parties pour permettre enfin aux gens, en dehors des manuels scolaires, d'obtenir l'histoire de l'Afrique véritablement telle qu'elle s'est présentée depuis des millénaires. On rappelle que vous avez étudié en Chine, également aux États-Unis, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et c'est à partir de là aussi, quand on a dit dehors, c'est là on se sent ce devoir, cette responsabilité de travailler sur son continent et de rétablir la vérité de l'histoire. C'est aussi cela. Alors, vous avez écrit donc ces ouvrages. Il y a d'abord ça, Afrique noire, origine. Là, on parle des origines, justement. Tout à fait. Alors, Afrique noire, origine traite une question dont on vient d'en parler. C'est tout simplement que lorsque nous regardons tous les peuples africains, on retrouve en fait qu'ils ont tous la même origine. C'est-à-dire qu'ils viennent tous de l'Afrique de l'Est, parce qu'autrefois, l'Afrique de l'Ouest n'existait pas. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, ce que je fais, c'est que j'en parle dans le livre. Et je réserve aussi un chapitre où je parle des différents peuples de l'Afrique de l'Ouest et je montre en fait d'où ils viennent réellement, je veux dire, leurs racines en Afrique. Savoir donc d'où l'on vient pour pouvoir aller là où on veut aller, justement. Tout à fait. C'est important. Tout à fait. Et c'est aussi cette question de l'origine africaine de la Grèce ancienne. Oui, alors c'est très intéressant. C'est parce que en fait... ça donne à réfléchir. Hein. Oui. L'Europe a l'habitude de dire que l'origine de sa civilisation, c'est la Grèce. C'est bien, mais c'est faux. Parce que tout simplement, les 3 premières civilisations de la Grèce ancienne sont africaines. La civilisation minoenne, mycénienne et ensuite la civilisation grecque qui était en fait une civilisation noire. Et c'est par la suite que les populations européennes qui vivaient autour se sont associées et ont obtenu ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation.
Donc je remets les pendules à l'heure. Important donc de savoir. Il y a aussi l'origine africaine de la Vierge Marie et de Jésus. Ça, on est dans la religion. Oui, alors la spiritualité africaine, qui est en fait une spiritualité qui découle de ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan, mais qui autrefois s'appelait la Nubie, qui ensuite ont créé l'ancienne Égypte, puisque les Égyptiens sont en fait des Nubiens qui se sont installés dans la vallée du Nil. Ils ont créé une spiritualité qui ensuite a été reprise par les autres peuples qui n'avaient pas ces origines-là et qui ont en fait réinterprété et réécrit plusieurs textes anciens mais d'origine africaine. Donc ce que j'essaye de montrer ici, c'est qu'en fait le placenta, c'est-à-dire les symboliques, les images, les histoires, les contes, les fables de ce qui est utilisé aujourd'hui pour écrire la Bible, ont en fait leurs origines en Afrique. Donc il est bien pour les personnes qui sont chrétiennes, par exemple, de continuer à pratiquer leur religion, mais au moins de connaître l'origine de ce qu'ils font. Qu'ils sachent que ça vient d'ici, c'est ça. Oui, il y a aussi l'origine africaine de l'islam. Il n'y a pas que le catholicisme ou la chrétienté, mais c'est aussi l'islam qui est concerné. Oui, tout à fait. Alors, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on parle toujours de l'Afrique de l'Est. Et dans l'Afrique de l'Est, il y avait aussi plusieurs sectes. Et ces sectes, en fait, pratiquaient différents aspects de la même spiritualité. Et donc, une de ces sectes était une secte sabéenne qui ensuite s'est déplacée et est partie s'installer en Arabie. Il faut d'abord savoir que les premières populations de l'Arabie étaient des populations africaines. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas, comment je veux dire, c'est un fait, ce ne sont pas des théories. Et c'est de là, justement... c'est pas forcément... Ah non, justement, je remets la question à niveau dans ce livre. Quand on parle d'Arabes, aujourd'hui on parle des Arabes à couleur blanche. Mais autrefois, dans l'Antiquité de l'histoire de l'Afrique, puisque l'Arabie faisait partie de l'Afrique, comme l'ont dit les Grecs et les autres populations non africaines, les Arabes étaient d'abord noirs. Et quand on parle par exemple de l'Afrique du Nord, on ne le sait pas, mais l'Afrique du Nord a d'abord été populée par des Africains. Et quand on parle de l'Afrique du Nord, c'est le Maroc, c'est la Libye, c'est la Tunisie et l'Égypte exactement. D'accord. Et puis, il y a introduction à 20 écritures africaines. Oui. Alors, en fait, on a l'habitude de dire que les Africains, soit ne sont pas assez rentrés dans l'histoire, ou que les Africains n'ont jamais eu l'écriture ou n'ont jamais écrit. Ce qui est faux, puisque après ces recherches, je retrouve au moins 20 écritures d'origine africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a écrit. Mais pourquoi aujourd'hui on ne le sait pas? Je l'explique dans le livre, mais je peux en parler. C'est que tout simplement, pendant la colonisation, nous avons ce qu'on appelle l'extraction de l'homme de son essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va extraire l'homme noir de sa culture. Et on le fait pour pouvoir le rattacher plus tard à une culture qui est différente. Et en faisant cela, on met de côté, on tue les personnes qui savent lire et écrire dans ces langues africaines. Et ensuite, on encourage les parents à envoyer leurs enfants dans les écoles chrétiennes. Et quand ils y vont, ils apprennent les langues, ils apprennent leur histoire dans quelle langue? C'est dans le latin, c'est dans le français. Et donc finalement, cela crée un fossé générationnel entre l'Afrique de l'Ouest précoloniale et l'Afrique de l'Ouest postcoloniale. Et par la suite, naîtra le mythe chez l'Africain, aussi chez l'Européen, que l'Africain n'a jamais eu d'écriture. Et bien évidemment, les Africains iront étudier en Europe. Et qu'est-ce qui est écrit? La même chose. Ils découvrent la même chose. Vous êtes un disciple de Cheikh Anta Diop? Alors, toute personne qui écrira sur l'Afrique noire sera un disciple de Cheikh Anta Diop. Je ne cite pas énormément Cheikh Anta Diop dans mes livres, tout simplement parce que par la suite, il y a eu beaucoup d'écrivains qui, grâce à lui, sont arrivés à faire des recherches qui ont vraiment bouleversé l'histoire de l'Afrique. Et ensuite, il y a d'autres écrivains qui sont apparus, comme moi. Et donc, je rends hommage à Cheikh Anta Diop dans mes livres. Et je dois reconnaître que sans Cheikh Anta Diop, eux, ils ne seraient pas là. Et moi, je ne serais pas là. Donc, c'est très important de reconnaître qu'en fait, nous sommes tous des Diopiens. Une certaine catégorie d'intellectuels, d'universitaires ont tendance à penser que la recherche, ça se fait dans des laboratoires. Vous l'avez fait où, vos recherches? Alors moi, je l'ai fait un peu partout, c'est-à-dire que quand j'ai l'opportunité, je vais dans les musées,
Je parle aux personnes qui sont concernées, qui ont ces connaissances-là. J'ai été invité plusieurs fois à la fermeture de musées, de voir des œuvres, des peintures qui ne sont pas, qu'on ne montre pas au public, tout simplement parce que les personnes à qui je parlais... C'est vrai que ces ouvrages-là sont suffisamment illustrés, hein, avec oui, pas mal d'images. Oui. Alors en fait, ce sont des livres que j'écris de manière à ce que tout âge puisse lire et comprendre, mais aussi j'ajoute énormément d'images pour que les gens sachent en fait que c'est vrai, il y a des images, il y a des objets d'art, il y a des choses qui sont là, il faut que les gens le sachent. Et, comme je l'ai dit, depuis quelques années, vous parcourez le monde, hein, dans le cadre donc, de ces recherches. Oui, tout à fait. Alors j'ai eu l'occasion d'aller en Chine, j'ai étudié en Chine, j'ai eu l'occasion d'aller au Pakistan, d'aller en Suisse, de faire un peu tous ces voyages-là, même en Thaïlande. Et en fait, c'est en étant à l'extérieur que je découvre que la racine de toutes ces civilisations sont en fait des racines africaines. Pour dire en vérité que la civilisation vient de là. Alors, ce qui est étonnant, c'est que non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est aussi le berceau de la civilisation. Et on a découvert en 1950 que l'Afrique est aussi le berceau des mathématiques. Ça, c'est important. Siaka Coulibaly, là, c'est quand même une part de vérité qu'il essaie d'approcher par rapport à l'histoire de l'Afrique, parce que parfois, pendant longtemps, nos intellectuels, nos chercheurs ont été formatés dans un moule qu'on vient nous ressortir un peu l'histoire telle qu'écrite par des non-africains. Oui. Fondamentalement, il faut rendre hommage au travail réalisé par Kwéfé. En cela que, d'abord, du point de vue de la forme, c'est extrêmement important de présenter les connaissances sous cette forme-là, de type monographique, qui permettent leur usage très facile par un public très important. Une écriture très facile, avec bien illustrée. Et c'est très important d'avoir utilisé cette formule-là, plutôt que des grands ouvrages de tomes qui sont réservés à une certaine catégorie d'intellectuels. Sur la profondeur, il faut situer donc ce travail-là sur la base donc de ce qu'il vient de présenter, dans le droit prolongement du travail effectué par le professeur Joseph Kizerbo, qui, il faut le rappeler, est celui qui avait rétabli l'histoire générale de l'Afrique par rapport à tout ce qui existait dans la littérature coloniale, qui avait, par des travaux d'explorateurs, essayé d'écrire cette histoire africaine-là, et que le professeur avait essayé de rétablir par son traité d'histoire générale de l'Afrique. Et ce qu'il vient de faire rentre en droite ligne de ce travail-là, qui vient encore éclairer certaines dimensions de l'histoire africaine, qui, si nous ne le faisons pas, nous, en tant qu'Africains, en tant qu'intellectuels africains, va rester dans l'oubli. Et c'est une déperdition importante pour la société africaine de ne pas avoir cette histoire-là retracée et mise à disposition des Africains. Donc je crois que, je ne sais pas quelle est l'ossature qui soutient donc le travail qu'il fait, mais il est extrêmement important que de telles initiatives soient soutenues, de sorte que dans le futur, on puisse avoir des laboratoires entiers qui travaillent sur ces aspects-là, de sorte à vulgariser les connaissances qu'il est en train de développer, qui, c'est vrai, existaient, mais qui sont très peu mises à disposition. Et la plupart des Africains ont des croyances très enracinées sur du faux, et c'est très bien véhiculé. Vous avez cette histoire donc, de l'Égypte pharaonique qui était nègre, mais qui n'est pas du tout établie dans la littérature internationale. Il faut encore un combat là-dessus pour démontrer que l'Égypte pharaonique était nègre, et que même une certaine histoire donc, des prophètes, et vous prenez les grands éléments sur l'histoire de la chrétienté, les 10 commandements par exemple, Cécile B. DeMille, on montre un Moïse qui est incarné par l'acteur Charlton Heston, alors que Moïse était résolument un noir. Donc ça, c'est encore des travaux qui restent à mettre en exergue, de sorte que nous puissions être fiers de notre histoire. Voilà, sans oublier, récemment, on a fêté l'anniversaire du calendrier Kamit, hein, le 19 juillet dernier. Vous travaillez aussi sur ces questions-là, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau du 7 Info ce soir. On sait que d'ici là, vous partez déjà sous d'autres cieux pour continuer vos recherches, c'est bien ça? Tout à fait. J'aimerais aussi dire qu'il est possible d'obtenir ces livres-là à Jeunesse d'Afrique, aux librairies Mercury et aussi au mémorial Thomas Sankara.
Il y a aussi un groupe Facebook qui existe qui s'appelle Afrique Noire. Pour ceux qui sont devant la télévision, quand vous allez aller sur Facebook, vous allez voir, ce sera la première recherche que vous allez trouver. Ce sont des yeux africains qui vous regardent. Et sur ce groupe, vous avez énormément de publications qui sont faites, qui permettent d'apporter des informations sur les livres. Voilà, merci encore une fois. Donc, ces 5 livres-là disponibles au Mémorial Sankara à Jeunesse d'Afrique et à la librairie Mercury. En tout cas, très enrichissant, comme je l'ai dit, assez digeste. Pour les élèves et étudiants, c'est important de l'avoir, facile à lire et bien illustré pour connaître l'histoire de l'Afrique. Merci encore une fois et bonne suite de recherche. Merci. Merci. Merci encore une fois au Yirim Naba, chef du village de Yirim dans le Yatenga, signataire de l'appel de Manega, qui est venu nous parler donc de cet appel qui va connaître un tournant décisif, c'est-à-dire donc c'est l'engagement pour le samedi 3 août où il y aura cette remise de l'appel aux différents acteurs chargés, signataires et aux différents partenaires chargés donc, de la mise en œuvre. Merci encore une fois. Siaka Koulibaly, merci. Ça sera tout pour cette info ce soir. On rappelle que le 8e traité d'amitié de coopération, déjà les experts ivoiriens et burkinabés sont dans la capitale, Ouagadougou, où ils défrichent le terrain en attendant l'arrivée des chefs d'État en début de semaine. Excellente soirée sur notre chaîne et bonne reprise de travail demain. Bonsoir.